Voici de nouveau ce problème-là. Le système a déjà été établi de par la vidéo précédente. Donc le système a été dessiné, le voici. Et donc on va travailler avec ce système-là pour répondre aux questions qui nous sont posées. Donc ici, on a un mince faisceau électronique parallèle produit par un canon électron dont le potentiel. Donc la première des choses, c'est de créer l'électron, le mettre en ligne droite et puis après, bon, le dévier si on a envie de le dévier ou pas. Donc si on a envie de le dévier ou pas, c'est-à-dire que on va manipuler cette source de tension ici et on fera en sorte de la seconde source que je vais appeler S2 permettra la déviation. La source S2 permettra la déviation. Petit instant. Petit réglage à faire et puis j'y suis. Voilà. Donc ça c'est la source S2 qui permet de la déviation. Et la première source permet d'accélérer l'électron. Bon, mais sachez que la première source, elle est constante. Hein. C'est une source constante, donc l'électron est accéléré, point à la ligne. Et bon, après, ce qu'on recherche à faire, c'est juste une déviation verticale, via deux plaques horizontales qui sont en vert, là, deux plaques horizontales. Donc on a deux plaques horizontales qui sont des armatures. Hein. On a l'armature 1, l'armature 2, armature 1 bien sûr, verticale, horizontale, et l'armature 2 qui est horizontale. Et donc ça permettra de faire dévier, suivant la polarité qu'on va mettre, et bien sûr l'intensité du champ vient à la différence de potentiel, bien sûr, du générateur G1. D'ailleurs, je les mets, hein, enfin G2. Je vais les mettre dans un instant. Ça, c'est l'armature horizontale contrôlée. Elle est contrôlée par voilà, le générateur, la source S2. Je l'appelais S2. J'aurais pu l'appeler générateur 2. C'est la source. Bon, que je l'appelle G ou S, peu importe, c'est la source S2. Maintenant, pour contrôler les plaques horizontales, bah, là-bas, il n'y a pas de contrôle, puisqu'on a une tension, on met une tension de la source 1 qui est continue. Donc là, on va voir la plaque, ici, l'armature 1 qui est verticale. Voilà, et on aura l'armature 2 qui est verticale. Donc on voit qu'on a deux armatures, une contrôlée par une source constante, mais c'est pas parce que c'est constant qu'on aura, je veux dire, un principe constant. Ce qui sera constant, ben, c'est comment on appelle ça, le champ. Le champ dans la zone 1 sera constante, oui, on est d'accord. Puisqu'on a une différence de potentiel provenant de la source S1 qui est constante, qui est de 1 kV, ben, le champ sera constant. Si le champ est constant, la force est constante. Mais simplement, la force va induire l'électron, comme il est au départ 0, comme il y a une force qui va s'appliquer sur l'électron, ben, l'électron est accéléré. Donc là, ce qui n'est pas constant, c'est la variation de vitesse. Donc comme on a une variation de vitesse, on a une accélération. Donc on a ici une accélération, et donc on va partir de la vitesse 0. Là, on a une vitesse qui est ici égale à 0, à une vitesse ici dépendant, bien sûr, voilà, de ce qu'on a mis comme potentiel électrostatique. Voilà, on aura une certaine vitesse. Voilà, et donc une accélération. Parce que l'accélération, c'est la variation de vitesse au cours du temps. Donc il suffit de déterminer combien de temps qu'il a fallu pour aller d'un point de l'armature verticale 1 à l'armature verticale 2, connaissant ça, et la variation de vitesse, on sait connaître l'accélération. Mais de toute façon, ici, il ne demande pas tout ça. Hein. Donc, dans zone 1, il y a beaucoup de choses qui sont constantes, mais en tout cas, d'autres qui ne le sont pas. Le champ est constant, la force électrostatique elle est constante, l'électron a une charge constante, a une masse constante.
Mais l'accélération ici, on a une accélération qui est... on a une variation de vitesse, donc on a une accélération qui est constante ici. L'accélération est constante, mais on a une variation de vitesse. Voilà. Bon, bah, de toute façon, ici, c'est pas ce qu'ils demandent. Quoi ou qu'est-ce ils vous disent ici tout simplement, bon, bien sûr, je suis sur la première question. Il faut que je résolve. Dans cette vidéo-ci, je vais résoudre la première question. Donc on a, vous avez vu le système, hein, on a un faisceau électronique qui est parallèle, qui est produit par un canon à électrons, et vous produit cet électron dont le potentiel accélérateur est de 1 kV. C'est la source 1. Il se propage dans le vide, bien sûr, tout est dans le vide. Ce faisceau pénètre dans une nouvelle zone à partir de O. Alors O, vous savez ce que c'est. Si vous avez suivi la première vidéo, le O, ben, c'est le point, voilà, c'est là où j'ai mis l'axe XY, où O est l'origine. On demande là que vaut la vitesse. Voilà. On demande l'énergie cinétique des électrons en O et sa vitesse, sa célérité en ce même point. Bon. Alors maintenant, donc, qu'est-ce qu'on doit calculer? C'est la vitesse en O. Que vaut cette vitesse en O? VO. Eh bien, ça, je vais le travailler par les énergies cinétiques. Par le théorème de l'énergie cinétique. Je peux trouver la vitesse en O. Sachant que la vitesse au départ est nulle. Hein. On a une vitesse nulle au départ. Voilà, donc on a une situation initiale. C'est quand l'électron débute sa trajectoire. Et une situation finale quand l'électron arrive en haut. Donc on a deux situations. Voilà. Donc, et le théorème de l'énergie cinétique, il faut voilà, deux situations. Deux situations. Deux ou plusieurs situations. En tout cas, il faut une évolution. Une évolution. Bon, maintenant, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'évolution qu'on ne sait pas déterminer son état initial, hein, ou son état final. On peut déterminer son état initial, c'est son état final. Donc, en tout cas, bon, on peut déterminer l'énergie cinétique d'un système à son état initial. Et je peux déterminer pour un système l'énergie cinétique du système en son état final. Donc, à l'état initial, je peux trouver l'énergie cinétique. Bon, maintenant, je peux avoir une variation d'énergie. Et c'est de ça que je vais parler dans un instant. Alors, qu'est-ce qu'il demande? Il demande, comme je vous ai dit, l'énergie cinétique des électrons en O et la vitesse célérité en ce même point O. Donc, qu'est-ce qu'il vous demande? Il vous demande V0 et il vous demande l'énergie cinétique en O et la vitesse en O. Donc, il vous demande la vitesse en haut et qu'ils appellent célérité. Mais célérité, je n'aime pas ce mot-là, hein, parce que regardez bien ici ce qu'ils disent dans la célérité. C'est un terme décrivant des notions physiques en optique, en mécanique classique, en relativité restreinte. Cette notion est employée pour décrire en optique la vitesse de propagation d'une onde. Ben, ici, on n'a pas affaire à une onde. Hein. Bon, c'est une particule. Hein. L'électron ici, c'est une particule. C'est pour ça que je n'aime pas trop ce célérité. C'est plus une notion qui a trait aux ondes. Ah, ondes dans le vide ou une onde mécanique dans la matière. Alors pour décrire une pseudo-vitesse, ça peut être utilisé pour appeler une pseudo-vitesse en mécanique, enfin en relativité restreinte. Voilà, donc je n'aime pas ce terme ici de célérité, mais parce que ça fait plus référence à une voilà, vitesse d'une onde. Mais ici, bon, j'ai pas une onde. Ici, ce qui est présent, ici, c'est de la matière, puisque c'est une particule qui est l'électron.
Donc ça, c'est le premier point. Bon, je n'aime pas cette notion de célérité. Je préfère la vitesse. Alors maintenant, ce que je vais voir maintenant, c'est pour trouver la vitesse et l'énergie cinétique en haut, eh bien, je vais faire appel au théorème de l'énergie cinétique. Bon, mais avant toute chose, l'énergie peut sembler floue pour beaucoup de gens. Effectivement, je le comprends. Mais avant toute chose, je parlais de certains aspects énergétiques. Alors, effectuer un travail est possible s'il y a voilà, quelque chose qui aide à faire ce travail-là. Il faut quelque chose qui puisse aider à faire ce travail-là. Parce que s'il n'y a pas quelque chose de consistant permettant de faire d'activer un certain travail, ben, le travail ne serait pas possible. Donc en fait, qu'est-ce qui est pour effectuer un travail, eh ben, il faut ce qu'on appelle un réservoir. Un réservoir, bon, rempli ou pas, peu importe, mais en tout cas, la nécessité du travail qui va être réalisé se fera par rapport à une quantité, on va dire, énergétique. Alors cette énergie n'est rien d'autre qu'un réservoir. Alors c'est quoi ce réservoir? Ben, c'est une partie d'énergie, une partie d'énergie qui va concourir à faire le travail nécessaire. Le travail nécessaire nécessitera une quantité d'énergie. Une quantité d'énergie. Alors, sachez que, en gros, l'énergie, normalement, contrairement à ce qu'on peut dire, l'énergie, bon, créer de l'énergie à partir de rien, c'est pas possible. Hein. Bon, ça on le sait bien, mais bon, le cycle perpétuel, on n'en a pas besoin. Pourquoi on n'a pas besoin du cycle perpétuel? Parce que tout simplement, l'énergie, on l'a dans la nature. Alors, dans la nature, ça veut dire qu'il faut aller la puiser, hein, c'est surtout ça. Parce que le cycle perpétuel, on sait bien qu'on ne sait pas le faire. Créer à partir de rien de l'énergie, c'est pas possible. Mais en tout cas, ça voudrait dire qu'on aurait une énergie infinie. Mais cette énergie infinie, en fait, quelque part, on l'a. On l'a. Elle est où? Ben, elle est dans l'espace. Dans l'espace, il y a tellement d'énergie que qu'est-ce qui fait qu'on a une énergie infinie ou pas? Ben, voilà. Est-ce que le Soleil est à un niveau d'énergie infinie? Ben oui, jusqu'au moment où il sera éteint. Là où il sera éteint, le jour où il sera complètement éteint, on ne pourra plus parler d'énergie. Mais d'ici là, je veux dire, il y aura d'autres formes, d'autres étoiles, il y a des milliards d'étoiles, il y a des milliards de formes d'énergie, mais l'être humain se base beaucoup sur l'aspect énergétique, par exemple, du Soleil. Bon, sans Soleil, la Terre, l'écosystème qu'est la Terre, ben, je veux dire, il va prendre un coup, la température s'affroide et il n'y aura plus possibilité de vie sur Terre, parce qu'on aura un froid nucléaire. Et donc, bon, ce ne sera pas possible de vivre dans un froid nucléaire. Donc, tant qu'on a le soleil, bon, c'est que l'écosystème ici est en équilibre au niveau de sa température. On a la possibilité de vivre comme d'innombrables animaux et de plantes peuvent vivre dans je veux dire, une température clémente telle que l'on connaît. Bien sûr, pas en Sibérie, parce que là-bas, il y a de la neige. Enfin, il y a de la glace et de la neige. Mais et quand il fait trop chaud aussi, c'est difficile à vivre. Quand je pense au désert, bon, là, quand les déserts, il faut penser à humidifier les déserts, en créer des mers intérieures. Hein. Si on ne crée pas de mer intérieure, voilà, le, le- le désert sera toujours désert, il sera toujours chaud. Mais si maintenant vous ramenez de l'eau dans le désert, de l'eau bien sûr provenant de la mer, pour refroidir les déserts, bon, on va créer un écosystème qui fera en sorte que bon, ça sera plus vivable. Le désert sera plus vivable. Donc il y a des zones terrestres où ce n'est pas beaucoup vivable. Les gens n'aiment pas de vivre dans ces. Il y a des gens qui arrivent à vivre dans les déserts, il y a des gens qui arrivent à vivre mais c'est pas donné à tout le monde. Dans des déserts chauds ou des déserts froids, peu importe, Sibérie ou je veux dire le désert, ou Sahara, c'est possible de vivre pour autant que bon, il y a des gens qui savent le faire. Bon, c'est pas donné à tout le monde. Voilà, il y en a qui ne savent pas vivre dans ces zones-là, voilà, parce qu'il fait trop chaud. Mais maintenant, on peut prendre comme je vous dis, créer des mers intérieures pour refroidir, par exemple, le Sahara pour qu'il soit plus agréable à vivre. Bon, mais ça n'a pas encore été fait jusqu'à présent. Quoi qu'il y a quelqu'un qui a essayé de le faire, il fut un temps. Mais je veux dire, son idée n'a pas dépassé, je veux dire, voilà. Il a bien fait, hein, la personne a bien fait, mais bon, il n'a pas été au fin fond des choses. Bon, ceci étant dit, l'énergie infinie, on l'a, bien, contrairement à ce que beaucoup de gens ne croient pas. Bon, donc je vous ai dit, le mouvement perpétuel,
Bon, il n'existe pas à partir de rien. Créer de l'énergie, c'est pas possible, mais en tout cas, une énergie infinie. Alors, cette énergie infinie, je veux dire, on l'a dans beaucoup de domaines. Bah, les énergies infinies euh, au niveau fossile. Au niveau fossile, bon, le jour où ça part, bah, vous avez quand même l'énergie lumineuse, hein, l'énergie du soleil, les tout rare. Quand l'énergie solaire sera partie, bah, il restera on pourra aller chercher d'autres formes d'énergie, voilà, qui est possible d'aller rechercher ailleurs. Alors, on a les énergies des marées, l'énergie éolienne, l'énergie fossile, ça je l'ai dit, l'énergie euh, musculaire, l'énergie euh, mécanique, dont l'énergie mécanique, il y a l'énergie potentielle et l'énergie cinétique. Il y a l'énergie chimique, l'énergie des marées, ça je l'ai dit, l'éolien, je l'ai dit, l'énergie nucléaire, l'énergie... bref, c'est pas ce qui manque en énergie. C'est pas ce qui manque. On peut pas dire que bon, on sera demain à court d'énergie. Parce que, je veux dire, pourquoi? Parce que on sait, le soleil nous donne déjà beaucoup. Il nous donne beaucoup. Rien qu'avec le soleil, on fait déjà peut faire beaucoup de choses. Et les énergies fossiles, c'est pas que ça qui manque. Euh, Si on regarde les réserves de nombreux pays au niveau pétrolier, au niveau gazier, ben, ils ont des réserves pour plus de 100 ans, hein. Bon, et quand d'ici là 100 ans, ben, on pourra encore utiliser l'énergie des marées. Si c'est pas l'énergie des marées, l'énergie éolienne. Si c'est pas l'énergie éolienne, l'énergie, on peut encore trouver d'autres types d'énergie, hein. Bon, les énergies, on peut faire évoluer un jour à une époque, on trouvera peut-être une nouvelle forme d'énergie. Voilà, mais bon, qui sait? Bon, ce qui veut dire que l'énergie, on en a à foison. C'est pas que, je veux dire, c'est limité. C'est illimité. C'est limité. Voilà, c'est illimité. L'énergie dans l'espace est illimitée. On peut aller rechercher l'énergie dans l'espace, mais attends, encore faut-il pouvoir la rechercher. C'est surtout ça. Voilà, donc le mouvement perpétuel n'existe pas, le mouvement infini, mais on a quand même une énergie infinie. Tant qu'ici, on est dans un écosystème qui nous apporte, je veux dire, une régulation, et que l'être humain a la possibilité, de faculté de vivre, ben, l'énergie, elle est toujours là. Alors maintenant, c'est vrai que, bon, quand on regarde bien au niveau du pétrole, euh, le peak oil, ça veut rien dire, parce que le peak oil, les réserves, il y en a encore beaucoup, hein. Voilà, il y a encore beaucoup de réserves. Voilà. Mais quand on empêche certains pays de vendre du pétrole, ben, ça fait que effectivement, ça fait une demande, voilà, ça fait une rareté du pétrole puisque certains pays ne peuvent pas vendre leur pétrole, donc les prix augmentent, hein. Donc ça n'a plus rien à voir. On va dire c'est géopolitique, c'est géostratégique et voilà, c'est pour un équilibre, dire des prix du pétrolier. Mais c'est malheureux, mais c'est comme ça. Alors que bon, il y a différentes voilà, énergie qu'on peut utiliser. Il n'y a pas que le pétrole, hein, parce que le pétrole, c'est une source d'ennui aussi. C'est une source de richesse, mais une source d'ennui. Bon, une source d'ennui pour ceux qui en ont beaucoup, une source d'ennui pour ceux qui n'en en ont pas assez, parce que source d'ennui pour ceux qui en ont beaucoup, parce que voilà, il y a la convoitise des richesses, et pour ceux qui en ont pas assez, ben voilà, c'est un petit peu embêtant. Ça a toujours été, je veux dire, voilà, on est dans un monde aussi de prédation, on n'est pas dans un monde de bisounours non plus, et ça, il faut tenir compte de tout ça aussi. Bon, alors ceci étant dit, euh, donc l'énergie infinie, bon, on en a infiniment, indéfiniment, hein, tant que le soleil est là, tant qu'on aura des marées, tant qu'on aura de l'éolien, enfin du vent, tant qu'on aura, je veux dire, beaucoup de choses qui pourront nous entourer, on pourra créer de l'énergie. Donc c'est vrai que l'énergie, je veux dire, cyclique comme ça, bon, on croirait que c'est pas possible, mais si c'est possible, parce que bon, si on, bien sûr, de rien, on ne peut pas créer euh, quoique, bon, ça c'est encore discutable, hein. De rien, on peut construire de l'énergie. Comment l'univers a été créé? S'il n'y avait rien, on a eu de l'énergie. Bon, ça c'est encore. Bon, de rien, on peut construire de l'énergie, c'est possible, hein. C'est possible. Encore faut-il être capable de le faire comme la création a pu le faire. Voilà. Bon, maintenant, dire énergie infinie n'est pas forcément parler d'un cycle où on part de rien, on crée de l'énergie. C'est pas ça. Avoir une énergie infinie, c'est un espèce de cycle aussi. C'est qu'on peut utiliser indéfiniment son énergie par rapport à un réservoir d'énergie qui est infini. Voilà, on peut en utiliser quand on veut. Quand on veut. Donc dire l'énergie, bon, est limitée,
Ouais, s'il n'y a plus de pétrole un jour, ben, il y aura quand même l'énergie des marées, toujours. Il y aura toujours l'énergie du soleil. Si l'énergie du soleil est là, bon, on ne sera plus là. Donc, bon, on ne sera plus consommé de l'énergie. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que consommer de l'énergie? C'est pourquoi consommer de l'énergie? Ben, si je prends les cellules vivantes, elles consomment de l'énergie pour vivre. Alors, qui consomme de l'énergie? Euh, ben, c'est pas que les cellules vivantes, c'est pas que l'être humain ou les animaux ou les végétaux, c'est pas que les êtres vivants. Les, les énergies sont dans l'espace. Avec voilà, les planètes, on a bien sûr des échanges énergétiques. Bon, qu'est-ce qui vit? C'est pas forcément les êtres humains. Les planètes vivent. Voilà, donc on a, parce qu'ils font des échanges énergétiques de type thermonucléaire, de type de toutes sortes. Des énergies mécaniques, des énergies, bon, ils sont en mouvement, tout est en mouvement dans l'espace. Donc il y a des énergies cinétiques. Alors il y a des, voilà, des attractions entre corps. Et donc par rapport à un autre corps, ils ont une énergie potentielle définie, et tralali, tralala. Donc il y a l'énergie mécanique, l'énergie électrique, l'énergie magnétique, l'énergie de toutes sortes qui animent, je veux dire, l'espace. Donc être dans l'espace, se situer sur Terre ou dans l'espace, c'est tout d'abord voir ce qui s'y passe au niveau de l'énergie. Et cette énergie-là, on la puise pour justement vivre. Pour vivre. Parce que la cellule a besoin d'énergie pour vivre. Donc c'est des interactions énergie-matière. Énergie-matière. Les interactions énergie-matière. Donc les cellules vivent, la nature vit et l'espace vit. Bien, ici on est dans un espace bien sûr qui est, comment est-ce qu'on appelle ça, régulé. Parce qu'on a le cycle de l'eau, le cycle de l'azote, le cycle... On a tous les cycles, plus euh, la régulation qui s'y passe entre la biocénose et dans un biotype, enfin dans un biotope, je m'excuse, la biocénose c'est dans un biotope, donc il y a toutes des régulations qui se font, c'est des régulations, je veux dire, qui font qu'on n'a pas une population qui devient infinie, il n'y a pas une population qui... Enfin, il peut y avoir des populations qui disparaissent, mais ça c'est voilà, les lois voilà, de la nature. Voilà, si une espèce n'arrive pas à s'adapter, ben, elle disparaît. Voilà. Alors ceci étant dit, les énergies ici, c'est tout simplement un réservoir dans lequel, pour lequel, un réservoir pour lequel un travail pourra être réalisé. Donc sans cette énergie, il n'est pas possible de parler de travail. S'il y a travail, c'est parce qu'il y a une forme d'énergie. Si vous pensez une voiture fonctionne grâce à de l'essence, du pétrole, enfin du pétrole bien sûr raffiné avec de l'essence, du diesel. Un avion peut fonctionner avec du kérosène. On peut avoir une voiture électrique, on peut avoir un moteur électrique, on peut avoir... Voilà, beaucoup de machines sont de type électrique. On peut avoir... alors, une personne travaille grâce à son énergie musculaire, grâce à son énergie musculaire, à une force musculaire, un travail musculaire provient de l'énergie musculaire qui, lui, a été, je veux dire, provient de l'énergie du sucre, des protéines et des glucides, enfin du sucre qui sont les glucides, des protéines et des graisses. Ouais, grâce à ça, bon, c'est là que poussent l'énergie, les cellules, les énergies. Donc vous voyez qu'il faut absorber de l'énergie pour pouvoir effectuer un travail. Une personne qui n'a pas d'énergie, qui ne cesse de s'alimenter en énergie, c'est-à-dire sucre, protéines, eau, eau, ouais, eau, on en a besoin parce que le corps humain c'est de l'eau. On a besoin de l'eau. Ça c'est obligatoire pour toutes les réactions chimiques qui se passent dans le corps. Ça nécessite de l'eau. Euh, voilà, plus les nettoyages, etc., qui se font dans le corps grâce à l'eau. Mais disons que si quelqu'un ne s'alimente pas, demain il meurt, parce qu'il ne s'alimente pas en sucre, graisse et protéines, et donc il n'a pas l'énergie nécessaire pour vivre. Or, vivre, c'est bien sûr euh, absorber l'énergie pour pouvoir maintenir son état de vie. Alors s'il cesse de s'alimenter, il cesse cette absorption d'énergie et il finit par voilà, ne plus vivre. Donc vous voyez que l'énergie c'est fondamental. Alors toute chose travaille. Toute chose travaille, les êtres humains travaillent. Le fait ne fût-ce que de bouger, faire un mouvement, ben, c'est travailler. Alors on peut travailler son cerveau, on peut étudier c'est travail aussi, c'est une forme. Faire fonctionner son cerveau, c'est un travail.
Voilà, c'est travailler. Donc le travail est multiple. Les fourmis travaillent, les abeilles travaillent, les oiseaux travaillent. S'ils font pas leur nid, ben, ils n'auront pas où poser leurs petits, etc., etc. Bon, donc la nature travaille en général. Toute la nature travaille en général. Voilà, donc, mais ce travail nécessite de l'énergie. Il faut manger. Pour les êtres vivants, ils doivent manger, s'alimenter. Alors les plantes effectuent aussi des travaux, hein, des échanges énergétiques avec le soleil. C'est ce qu'on appelle la photosynthèse. Il y a la respiration, il y a la photosynthèse, et tralali, talala. Donc bon, alors s'alimenter en énergie, c'est aussi s'alimenter, je veux dire, en oxygène, hein, dans une atmosphère où il y a de l'oxygène qui existe. Alors tout ça, c'est pour les réactions, l'H2O, l'oxygène, etc. On en a besoin. On en a besoin parce qu'une cellule a besoin, je veux dire, d'énergie, mais aussi d'oxygène pour vivre. Voilà. Ceci étant dit, l'énergie, on va dire, c'est un réservoir qui va permettre d'effectuer des travaux. Alors, travaux de quoi, vous allez me dire? Ben, travail des forces. C'est faire travailler des forces. Alors, toute force qui va se déplacer, le travail, c'est une force pour un déplacement. Toute force qui se déplace ben, va effectuer un travail. Donc, toute force qui se déplace va effectuer un travail. Et donc là, vous avez pu remarquer quelque chose. C'est que, d'ailleurs, c'est qui va se ramener au théorème de l'énergie cinétique. Le travail total pour une transformation d'un système qui va aller d'une situation initiale à une situation finale B, alors quand je parle de travail, c'est le travail des forces appliquées. Alors ici, ça peut être un objet matériel. Hein, un objet matériel. Le système, ça peut être un point matériel, ça peut être tout ce qu'on veut. Voilà. Donc, si je prends un objet matériel, le travail d'une situation A, qui évolue vers une situation B est égal à tout d'abord à la somme de tous les travaux des forces appliquées. Donc c'est égal à la somme de tous les WI durant la transformation. Alors, ceci concerne bien sûr le travail des forces, hein, les forces appliquées. Donc c'est le travail on parle de travail de force. Alors quand on parle, bien sûr on parle de travail de force appliqué à un objet de masse donné, que j'appelle M, et on démontre que l'énergie cinétique à basse vitesse, enfin que ce travail est égal à la variation d'énergie cinétique. La variation d'énergie cinétique. Voilà. Donc le travail est égal à la variation d'énergie cinétique. Donc c'est bien ce que je viens de vous dire. Pour effectuer un travail, il faut une quantité d'énergie. Et cette quantité d'énergie ici, elle est vue comme une variation d'énergie cinétique. Donc c'est mon réservoir. Mon réservoir, la quantité d'énergie ici, elle est équivalente à, pour effectuer ce travail, à une variation d'énergie cinétique. Voilà. Et c'est des travails de force. Je fais travail des forces. Bon, maintenant, la variation d'énergie cinétique, bon, c'est un demi MV carré. Quoique ça se discute. D'ailleurs, je vais le voir tout de suite.
Donc ce qui veut dire que le travail pour aller d'un point A à un point B de toutes les forces extérieures à un corps donné est égal à la somme de tous les travaux de ces différentes forces. Et c'est égal à, bien sûr, 1 demi, ça, on démontre hein, ça on démontre, 1 demi m, et c'est le carré, attention que c'est le carré de la distance. Hein. Alors, ça dépend de la masse, ça c'est la première chose, et ça dépend de... pour aller d'un point A à un point B, ça dépend de la différence des carrés. Alors, si je prends un point à une situation, il n'y a pas de situation, il n'y a pas d'évolution du système, donc si je veux avoir un système situation initiale, par exemple j'ai un véhicule qui fait voilà, 1000 kg, le système c'est un véhicule. Hein. Alors je désire savoir sa vitesse quand il est à 36 km/h, V égale 72 km/h, et V égale V1, première vitesse, seconde vitesse, troisième vitesse égale 108 km/h. Bien sûr, c'est 36 km/h, à mon avis, je dois diviser par 3,6, donc c'est 10 mètres par seconde. L'autre, il est le double, on a une vitesse 12, donc ici, ce sera 20 mètres par seconde, et là j'ai une vitesse triple, donc ce sera 30 mètres par seconde. Ce qui veut dire que on aura un demi m qui vaut 1000. Alors un demi fois 1000, c'est 500. Donc je vais faire directement 500 fois 10 au carré. 500, la masse n'a pas changé, fois 20 au carré, et ça c'est l'énergie cinétique 1, l'énergie cinétique 2, et l'énergie cinétique 3. 500 fois 30 au carré. Bon, vous aurez compris que 10 au carré, ça fait 100. 5, là on va mettre 4 zéros. Voilà, et ça c'est joule. Alors vous voyez bien qu'ici, c'est des joules. Hein. L'énergie cinétique, c'est en joules. Mais le travail aussi est en joules. Pourquoi? Parce que je vous dis que c'est une conversion d'un réservoir vers un travail. Hein. Vous avez un réservoir donné, voilà, un réservoir d'énergie. Ben, si ce réservoir d'énergie est mesuré en joules, mais il y a une conversion en travail, ben, celui-ci sera en joules aussi, puisque c'est une conversion en travail. C'est juste, on a puisé d'un réservoir et on l'utilise comme travail. Hein. Donc les unités changent. Ne changent pas, je m'excuse, elles ne changent pas. Alors maintenant, voyons voir ici. Là, on aura 2 au carré, 4. 4 fois 5, ça fait 20, avec 4 zéros. Là, on aura 200. 200 joules. Alors, 3 fois 5, 3 fois 3, 9. 9 fois 5, 350 000 joules. Voilà, et c'est très parlant ceci parce que vous voyez que j'ai doublé ici la vitesse, et là j'ai triplé la vitesse. Mais l'énergie cinétique, voilà, là elle a été multipliée par 4, de là à là, et là elle a été multipliée par autant 10, pour passer de 10 mètres par seconde à 30. Non, ici je me suis trompé. 9 fois 5, 45. Donc on a multiplié par 9. Autant la vitesse a été multipliée par 3, on est passé de 10 mètres par seconde à 30 mètres par seconde, mais l'énergie cinétique a été multipliée par 9, parce que c'est le carré, c'était multiplié au carré. Au carré.
Alors, autre façon de dire aussi, quand des machines, quand des hommes travaillent, la main-d'œuvre des hommes, ben, c'est de l'énergie aussi, hein. Les machines travaillent, c'est de l'énergie. Les cellules travaillent, c'est de l'énergie. Un insecte qui vole de 2 grammes, vous pouvez faire le calcul de l'énergie cinétique d'un insecte qui vole de 2 grammes. Mais là, à ce moment, s'il a une certaine hauteur, il a une énergie potentielle aussi, hein. Attention à ça. Si vous avez un insecte, prends un insecte de 2 grammes, voilà, ça c'est un insecte, il est une certaine hauteur, voilà, supposons qu'il fasse 2 grammes, s'il a 1,5 m, et qu'il vole à une certaine vitesse, V, ben, ce sera l'énergie potentielle de hauteur plus l'énergie cinétique. Et ça, ce sera l'énergie mécanique totale. Donc l'énergie mécanique totale de l'insecte, ce sera bien sûr 2 grammes, qu'il faut mettre en kilos, hein. 2 grammes, fois, fois 10, qui est la gravitation universelle qui est 9,81, mais je mets 10, fois la hauteur qui est 1,5, voilà, plus l'énergie cinétique, c'est 1 demi m, qui est la masse 0,02, voilà, fois le carré de la vitesse. Donc, tout dépend de la vitesse qu'il a. S'il a une petite vitesse de rien du tout, ben, on aura une petite énergie mécanique, hein. Donc, déjà, il pèse très peu. Il pèse 0,02 kg. Donc, son énergie mécanique serait très basse. Alors, s'il est très bas, son énergie mécanique sera encore beaucoup plus basse. Et s'il a une certaine vitesse très basse, ben, l'énergie mécanique est basse, hein. Voilà, c'est tout. Donc ici, ça fait la vitesse, je vais mettre V carré. Bon, vous mettez une vitesse en mètres par seconde, très petite, bien sûr. Voilà, il vole pas très vite. Sauf s'il s'échappe, c'est autre chose. Bon. Alors maintenant, je vais aller voir l'énergie cinétique. Regardez bien que moi ici, revenons sur le système, hein. Moi, je étudie le système. Il faut étudier l'énergie cinétique de l'électron en haut et la vitesse en ce même point. Mais il ne faut pas foncer comme ça parce qu'il faut se poser des questions. Alors ici, tout d'abord, voyons l'énergie cinétique. Bon, ça, je vais expliquer en gros ce que c'était. Et là, vous voyez qu'ici, l'énergie cinétique EC, ben, il y a un facteur de Lorentz à prendre. Alors ça, c'est quand on a à grande vitesse. Voilà, on parle, par exemple, quand on a des ondes ou voilà, quand on est proche de la vitesse de la lumière. Il y a un facteur de Lorentz à prendre. Donc, ce qui veut dire que l'énergie cinétique, en gros, c'est 1 demi mv carré. Si on l'approche, mais s'il faut tenir compte de facteur Lorentz, si on veut être précis, il faut tenir compte du facteur de Lorentz que vous voyez là-bas. Bon, mais ça, c'est la première chose. Mais ici, bon, je peux vous dire qu'il n'y a pas besoin de facteur de Lorentz. Pourquoi? Parce que j'avais fait un calcul qui avait calculé, je veux dire, en gros, la vitesse. Bon, j'avais calculé 6000 km par seconde. 6000 km par seconde. Bon, on est loin de la vitesse de la lumière, hein, parce que la vitesse de la lumière, bon, j'avais fait plus ou moins un système comme ceci, avec 2 plaquettes. Bon, j'avais calculé la vitesse, c'était 6000 km par seconde. On est loin de la vitesse de la lumière qui est 3000 km par seconde. Donc ici, le facteur de Lorentz, on ne l'aura pas. Donc, l'énergie cinétique ici, on ne tiendra pas compte du facteur de Lorentz. Bon, on est à basse vitesse, si vous voulez. C'est ça que je veux dire. Bon, ça, c'est la première des choses. Seconde, ça, c'est le théorème de l'énergie cinétique. Pour un cas d'un point matériel, validité de la mécanique newtonienne, somme de force égale ma. Et c'est comme ça qu'on démontre l'énergie cinétique. On la démontre à partir de somme de force égale ma. On part de voilà, somme de force égale ma, et on remplace bon, l'accélération par une variation de vitesse par rapport à une variation de temps. On calcule l'énergie cinétique, d'où le 1,5 qui va intervenir voilà, par calcul intégral. Alors on peut aussi étudier le théorème qui démontre en faisant intervenir le référentiel barycentrique à ce moment-là, avec bien sûr le centre de la gravité d'un corps. Donc on a 1,5 mv carré g, voilà, qui intervient. Ici c'est un mouvement
un mouvement de translation. C'est un mouvement de translation. Hum, C'est un mouvement de translation ici. Par rapport à un référentiel d'étude donné qui est R et qui fait intervenir un référentiel barycentrique. Donc là, on parlera de vitesse du centre de gravité ici. Ouais, là, on a le théorème de Koenig. Mais ici, de toute façon, je ne dois pas tenir compte du théorème de Koenig parce que ça, on n'a pas tout ça ici. Là, on a... Voilà, ça ici, c'est ça. La variation d'énergie cinétique est égale à la somme des travaux de A à B des forces extérieures. Ça, c'est le théorème de l'énergie cinétique. Et la démonstration est là. Bon, ceci étant dit, je vais regarder maintenant mon système. Mon système, il faut déterminer donc la vitesse et l'énergie cinétique. Bien sûr, au point O. Au point O. Alors pour ça, je dois aller rechercher toutes les notions d'énergie, les notions relatives à l'énergie potentielle et l'énergie cinétique pour les charges, parce que ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'était applicable pour des forces quelconques. Et on va l'appliquer pour des forces électrostatiques. Alors ici on est dans le vide, hein. Je vous rappelle qu'on est dans le vide. Vous voyez, ici il est marqué, l'électron se propage horizontalement dans le vide. Donc, je vais partir du système de repos de l'électron avant que le canon va envoyer, donc j'ai l'électron ici, la vitesse est nulle. Donc c'est au canon. Le canon, je vous rappelle, sur les dessins, bon, celui-ci je vais l'effacer parce que je n'ai plus besoin de ça. Il encombre plus qu'autre chose. Voilà. Le canon, c'est là où est produit l'électron. C'est-à-dire, si vous voulez savoir où est le canon, il est là. Ah, ça c'est le canon. Et l'électron, vous voyez ce qu'il est, c'est le petit point orange. Un petit point orange que vous avez ici. Voilà, le petit point orange que vous avez. Là, c'est le système initial. Alors, le final, et le final, il va être ici. C'est en haut, je dirais même en haut. Il vous demande la vitesse en haut et l'énergie cinétique en haut. Mais pour ça, il faut deux états. Je vais aller chercher le système initial et le système final. Mais avant tout ça, parce que ça, on a affaire à des charges, donc ça c'est le point haut. Là, on a notre repère, et là, on va commencer à avoir la déviation. Parce que là, il va en ligne droite. Puis si on veut le dévier, ben, on peut le dévier comme ceci ou comme ceci, ou le laisser aller en ligne droite, il n'y a pas de problème. Hein. On fait ce qu'on veut. Grâce au générateur source 2, voilà, qui est ici, en dessous. Grâce à ce générateur source 2, je peux modifier la trajectoire plan et avoir une courbe qui ressemble à une parabole. Voilà. Donc je vais chercher en haut l'énergie cinétique et la vitesse. C'est ce qu'on demande dans l'énoncé, ce qui est demandé ici. L'énergie cinétique des électrons en haut, la vitesse célérité, je n'aime pas ce mot célérité, mais c'est la vitesse, en ce même point. Alors avant toute chose, je vais considérer certains aspects. Alors je vous rappelle qu'il y a l'énergie, le travail pour aller d'un point A à un point B est indépendant, je veux dire, de la trajectoire, on s'en fout. Donc je peux dire que le travail de A à B, pour aller de A à B, d'une force électrostatique, donc d'une situation initiale à une situation finale, ben, je vous ai montré que ça faisait Q fois E fois H. Q fois E fois H. Alors, E c'est la présence d'un champ, Q c'est la charge
électrostatique qui va faire la trajectoire ici. Hein, voilà. C'est une charge Q, bien sûr, avec une force qui va dans ce sens-là, parce qu'elle va de A vers B. Voilà. Et on avait un champ constant. Alors, le champ constant, il allait dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que la charge était prise comme étant négative, donc la force allait dans le sens contraire de la charge. Et donc, quand on a ça, le travail vaut quoi? Q fois E fois H. Ça, c'est la première chose. C'est le théorème de la circulation dans un champ constant. Le travail pour aller de A à B est égal à Q fois E fois H. Alors ça, je vous dirais d'aller voir les vidéos que j'ai faites là-dessus. Voilà. Mais E fois H, c'était aussi, si je posais un repère, c'était, voilà, si je posais un repère ici, voilà, si on mettait un repère là, voilà, celui-ci, il est en ZB, et lui, il est en ZA. Voilà, si je mets le 0 ici, voilà, l'axe Z, là j'aurai ZA, et là j'ai ZB. Donc je peux écrire que le H n'est rien d'autre que la distance pour aller de... Le H c'est ceci, hein. C'est ZB moins ZA. Voilà. Donc je peux écrire quoi? Tout ça j'ai vu, hein. Bon, je vais très vite, et j'écris très mal, parce que justement tout ça, ça a été vu, c'est juste un rappel. Si vous voulez aller revoir les vidéos, vous pouvez les revoir, mais voilà. ZB moins ZA. Alors aussi, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais créé un vecteur qui était... comme c'était indépendant du chemin, j'avais créé un vecteur qui allait de A à B. Et donc je pouvais écrire aussi, une autre forme d'écriture, je pouvais écrire que Q fois EH, c'est rien d'autre que le vecteur A fois le vecteur AB. Alors ça c'est le travail pour aller de A à B. Qui dénote de la théorème de la circulation dans un champ constant. Hein. Ici moi j'ai pris un champ constant. Voilà, c'est le théorème de la circulation pour un champ constant. Bon, maintenant je définissais le potentiel électrique. V c'était quoi? C'était le champ fois Z à une constante près. À une constante près. Voilà. Donc je pouvais définir que le travail pour aller de A à B, bien sûr, des forces électrostatiques, est égal à Q fois VA moins VB, par l'entremise de ce que je viens d'écrire ici. Q est égal à E fois Z plus constante. Alors je rappelle que VA moins VB, c'est UAB. Hein. C'est comme si on avait Q fois UAB. Donc je peux dire que c'est Q fois UAB. Autre chose, par analogie, je peux écrire que dans l'énergie potentielle de pesanteur, si je reviens à l'énergie potentielle de pesanteur, comment je peux écrire l'énergie potentielle? Tous les corps de masse M évoluant dans le champ de pesanteur, bien sûr constant, uniforme. Le travail du poids, pour aller d'un point A à un point B du poids, et vous savez comment ça va s'écrire, puisque s'il a une masse M, c'est mgh, c'est-à-dire mg zb moins za. Donc, si je pose que l'énergie potentielle que je vais appeler EP est égale à mgh, je peux écrire que
le travail de A à B du poids dans un champ de pesanteur constant est égal à l'énergie potentielle en 1 moins l'énergie potentielle en 2. Et donc maintenant, si je fais une analogie avec ce que je viens décrire, ben, ici, il faut que je vais le réduire. Ça, c'est dans un champ de pesanteur constant. Si je vais rechercher ceci, le travail de AB des forces électrostatiques, c'est VA moins VB. Donc le travail, cette fois-ci, ça c'est pour le travail des forces électrostatiques dans un champ constant. Pour aller de A à B, des forces électrostatiques dans un champ constant, un champ de force constant, est égal à Q VA moins VB. Voilà. Et si je pose l'énergie potentielle est égale à QV, je fais une analogie, hein. L'énergie potentielle, c'était MGH, ici c'était QV. Donc je peux te dire que le travail de A à B des forces électrostatiques est égal à l'énergie potentielle en A moins l'énergie potentielle en B. Ouais, ici c'est l'énergie potentielle. Je me suis trompé. Parce que j'ai mis AB. L'énergie potentielle en A. Moins l'énergie potentielle en B. Vous voyez l'analogie, hein? Il y a une forte analogie. Voilà. Bon, on sait ça. On sait ça. Alors maintenant, je vais décortiquer les forces qu'on a. Alors quelles sont les forces que l'on a dans mon système ici, parce que je suis en train d'étudier le système dans la zone 1. Je suis dans la zone 1. Quelles sont les forces que l'on a? On a la force électrostatique créée par le champ E et donc la force électromotrice de la source 1. On a une force électrostatique, FE. Qu'est-ce qu'on a? On a le poids de l'électron, et on a les forces de frottement de l'électron dans le milieu. Alors voyons voir le poids. Le poids, la force exercée par le poids, le poids c'est trop petit, très petit, hein. On va voir sur internet la masse de l'électron, c'est 10-31, hein. Et voilà, il est encore plus petit. Ce qui est étonnant ici, c'est que le proton et le neutron ont 1,67 de 10-27 tous les deux, à quelques, voilà, au centième près, hein, à 10-27. C'est presque, bon, on va pas dire c'est la même chose, mais c'est presque 1,67, 10-27 et 1,67, voilà, ça c'est proton, neutron. L'électron, lui, c'est 9,1 fois 10 exposant moins 24, 94 fois 10 moins 31, c'est beaucoup plus petit que le neutron et le proton. Donc, autant vous dire que le travail réalisé par ça est quasiment nul, hein, quasiment nul. Donc on va dire que le poids reste tout à fait négligeable par rapport à la force électrostatique, hein. Bon, c'est la force électrostatique qui aura plus, voilà, la force électrostatique qui est égale à Q fois E, hein. Q fois E. Donc le travail du poids n'intervient pas. Et ce sera toujours comme ça parce que la force électrostatique est beaucoup plus grande que si un électron, le travail de l'électron. Voilà, donc il y en a un que je peux bannir, c'est le poids. Maintenant, voyons voir la force de frottement. Mais la force de frottement, je vous ai dit qu'ici, on est dans le vide. Donc en fait, voilà, on évolue dans un vide poussé ici, hein. Donc la charge évolue dans un vide poussé.
Donc on va dire que les forces de frottement, par exemple le tube cathodique d'un téléviseur, c'est du vide poussé, hein. C'est un vide poussé. Tout comme le tube cathodique d'un, comment on appelle ça, d'un oscilloscope. Voilà, c'est du vide, tout ça c'est du vide poussé. Et donc qui dit vide poussé, dit force de frottement négligeable. Et qui dit force de frottement négligeable, le travail des forces de frottement sera négligeable. Donc on va se retrouver qu'avec des forces, travail de force de frottement. Travail des forces électrostatiques, je m'excuse. Travail des forces électrostatiques. Alors maintenant, justement, je vais appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Le travail, bon, je l'ai montré à quoi il rimait, voilà, l'énergie cinétique. Le travail, la variation, voilà, la variation d'énergie cinétique est égale au travail, à la somme des travaux des forces, de toutes les forces extérieures. Ici, j'ai qu'une force extérieure, c'est la force électrostatique, puisque le poids n'intervient pas, s'il est négligeable, et la force de frottement, elles sont négligeables aussi parce qu'on évolue dans le vide, un vide poussé. Donc, je peux écrire que la variation d'énergie cinétique est égale, bien sûr, EC, bien sûr, il y a deux états. Voilà, c'est pas ça. Je peux le refaire, c'est pas un problème. Voilà. Il y a l'état ici qui est A et l'état B au point O. Alors, donc il évolue de A à B. Hein. Donc le travail de A à B, il fera quoi? En énergie potentielle, il fera l'énergie potentielle. Le travail de A à B, pour les forces d'énergie potentielle, ce sera EPA moins EPB. Bon, je vais distinguer par rapport à l'énergie cinétique. EPA moins EPB. Donc je vais l'appeler EPA. Le travail de A à B, des forces électrostatiques, est égal à énergie potentielle en A moins l'énergie potentielle en B. Ouais, mais l'énergie cinétique, la variation d'énergie cinétique, c'est la variation d'énergie cinétique de B moins A. C'est ECB moins ECA. Et ça, c'est égal à la somme des travaux des forces extérieures pour aller de A à B. Bien sûr, des forces extérieures. Et là, qu'est-ce qu'on se rend compte? Mais que je peux mettre en relief l'énergie potentielle et l'énergie cinétique grâce à ces deux expressions-là. Alors, qu'est-ce qui va les réunir? Ben, c'est le travail de A à B. Alors, sachant que le travail de A à B vaut ECB moins ECA, c'est la variation d'énergie cinétique. Et que ce même travail de A à B vaut EPB moins EPA. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Mais que ECB moins ECA est égal à EPB, EPA moins EPB.
Alors, maintenant, le tout, c'est de savoir qu'est-ce qui est B, qu'est-ce qui est A. Départ du canon, c'est A. Arriver en ligne droite ici, et là où il y aura le changement de trajectoire, en haut, parce qu'après, il y a changement de trajectoire, mais on s'en fout, ça, c'est pour les questions qui vont suivre. Là, c'est B. Voilà. Bon, mais en A, la vitesse, elle est nulle. VA égale 0. Alors, je rappelle que l'énergie cinétique, c'est bien sûr à basse vitesse. Hein. Ici, on a 0, donc c'est pas un problème. La masse de l'électron fois VA carré. Or, la vitesse ici, elle est nulle. Donc, ça veut dire que l'énergie cinétique en A, elle vaut 0. Voilà. Donc, l'énergie cinétique en A, elle est nulle. Donc, je vais réécrire. L'énergie cinétique en A est nulle. Bon, travail, j'ai plus besoin de savoir. Hein. Bon, c'est bien que c'est le travail. Pour aller de A à B. Voilà, celui-ci, le travail en A, il vaut 0 parce que la vitesse initiale est nulle. Et donc, ce qui va m'intéresser, c'est la vitesse en B, qui est le point O. Voilà, qui est le point O là-bas. Donc, ce point O. Donc, elle débute ici, la particule débute ici avec une vitesse nulle pour arriver en haut, avec une certaine vitesse. Bon, mais en A, la vitesse est nulle, voilà. Maintenant, on va, la vitesse en B, en haut, elle n'est pas nulle. C'est ce que j'appelle la vitesse en B. La vitesse, le point B, c'est O. O et B sont confondus, on va dire ça comme ça. Alors maintenant, on va regarder pour les énergies potentielles. Alors, l'énergie potentielle, c'est QV. Voilà. Voilà, ici, vous voyez, l'énergie potentielle, c'est QV. Tout comme ici, l'énergie potentielle, dans un champ constant de pesanteur, c'est mgh. Ou, si vous voulez, c'est P fois H, le poids fois H. Alors, je rappelle que l'énergie cinétique, c'est 1 demi mv carré. Alors, ça, c'est l'énergie cinétique. Et l'énergie potentielle, c'est P fois H. Alors, vous voyez que l'énergie potentielle dépend du poids. Il dépend du poids, alors que l'énergie cinétique, il dépend de la masse. L'énergie cinétique dépend de la masse, alors que l'énergie potentielle dépend du poids. Alors, le Q fait référence, ce qui est analogue en mécanique au poids, c'est la charge Q. Voilà, donc ici je peux écrire que on a l'énergie potentielle en A c'est Q qui est l'électron. Hein. L'électron. Bon, ici je pourrais écrire que l'énergie cinétique en B, c'est moins EP, l'énergie potentielle en B, moins l'énergie potentielle en A. Bon, ça changerait du tout. C'est juste que j'ai mis un moins devant pour représenter B moins A. C'est pour avoir B moins A. C'est pour avoir l'ordre, voilà, le plus grand moins le plus petit. C'est pour avoir la variation d'énergie potentielle. Hein, parce que une variation d'énergie potentielle, ça va du plus grand au plus petit. Donc on fait toujours le plus grand moins le plus petit pour avoir une variation delta.
C'est pour ça que c'est juste pour ça. Si c'est pour montrer la variation d'énergie potentielle. Moins la variation d'énergie potentielle. Voilà, alors maintenant, écrivons ce que vaut l'énergie cinétique en B, ben, c'est 1 demi fois la masse de l'électron fois la vitesse en B au carré. Bon, ça c'est la vitesse en O. La vitesse en B, c'est la vitesse en O. Je dis que le point O, c'est la vitesse, c'est le... Voilà. Donc maintenant, je peux écrire que c'est, comme B vaut O, ben, je recherche la vitesse au carré en O, en sachant que O, c'est le point B. Au départ, j'avais appelé A, ceci A, j'ai appelé ça A, ça B, le point ici B, mais ce point B c'est O. Ben maintenant je vais remettre dans ça, parce que dans l'énoncé on demande le point, voilà, O je l'ai appelé B, donc il faut que je revienne sur l'appellation du dessin. Voilà, c'est un demi MV carré, un V O carré. Alors je vous ai dit que l'énergie potentielle c'est QV, je viens de vous le dire à l'instant, plus constante, mais voilà, à une constante près. L'énergie potentielle c'est QV, mais la charge ici c'est la charge de l'électron. Donc c'est moins VB moins E VA. Donc on aura E, je vais le mettre en évidence, moins par moins plus, on aura VB moins VA. Voilà, et donc là on peut trouver facilement VB moins VA. Donc c'est l'énergie cinétique vaudra un demi M, enfin, je sais pas pourquoi je fais ça, un demi M masse de l'électron, c'est la masse de l'électron, hein. Attention que c'est la masse de l'électron, fois le carré de la vitesse en O, est égal à la variation d'énergie potentielle, fois la charge E. Donc E fois VB moins VA. Et bien maintenant, je peux trouver voilà, la vitesse. Hein. Alors, connaissant la vitesse, on pourra trouver l'énergie cinétique. Bon, alors comment on détermine la vitesse? Mais la vitesse, vous faites 0, V0 est égal à 2 fois E fois VB moins VA sur 2 fois V0 carré. Voilà, donc il me faut V0, donc je vais chercher la racine carrée. Donc 2 fois E fois VB moins VA sur la masse de l'électron. Voilà. Sachant que VB moins VA, on connaît, hein, parce que c'est 1 kV. Voilà, c'est bien que c'est 1 kV. Hein. Vous voyez que ici, vous le dites, c'est de 1 kV. Et les 1 kV, ben, c'est le générateur S1 qui va donner les 1 kV. Le générateur S1 fournit 1 kV et qui va donner la potentiel entre A et B des armatures. Donc 1 kV. Donc ce qui veut dire que maintenant le calcul peut se faire facilement. Alors on va faire ça. Alors il me faut la charge de l'électron.
Alors la charge d'un électron, c'est 1,6 fois 10 exposant moins 19 coulombs. Hein. Voilà, 1,6 fois 1,602 fois 10 exposant moins 19. Donc on va faire 2 fois 1,602 fois 10 exposant moins 19 coulombs. Ouais, c'est parce qu'ici je devrais augmenter le... ouais. Bon, je le ferai après. Parce qu'il est... Je dois mettre... voilà, il a très peu de décimales. Hein. Je dois mettre avec beaucoup plus de décimales. Alors, VB moins VA, c'est 1000, puisque c'est 1 kV. Donc celui-ci, je remultiplie par 1000. Toujours 0. Je vais diviser par la masse de l'électron. Alors la masse de l'électron, c'est 9,109. 10-31. 9,109. 9,109, 10-31. Voilà. Alors maintenant, je vais faire la racine carrée. Voilà. Ça, c'est en vitesse en mètres par seconde. Alors, je disais par 1000. Voilà, il est à 18 742 km/h. Non, ici, kilomètres. Bon, ici, c'est en mètres par seconde, donc je me suis trompé. Mètres par seconde. Je dois l'avoir en kilomètres-heure. On va faire fois 3,6. Il y a une petite erreur là. Je peux pas avoir 67. Ça, c'est 67 millions. Mètres par seconde. Il y a une petite erreur quelque part. Bon, je vais recommencer. Donc, 2 fois la charge de l'électron. Je vais bien diviser par la masse de l'électron. Et la tension est de 1 kg. C'est bien 1000 volts. Ça devrait être bon. Mais recommençons. Je ne sais pas pourquoi j'avais ce résultat. 2 fois la charge 1,602 fois 10 exposant moins 19 fois la tension qui était 1 kV, 1 kV, ça fait 1000 volts.
tout diviser par la masse, et la masse de l'électron, -31. Euh, 9, 10, 94. Étonnant quand même comme résultat, parce que j'ai... C'est un petit problème ça ici, parce qu'en fait j'ai pas la valeur, j'ai une valeur un peu bizarre. Bon, alors ici je vais regarder après ça, hein, ce problème. Bon, donc si vous trouvez la vitesse, pour voir l'énergie cinétique, il suffit de faire un demi mv carré, hein. Voilà, un demi mv0 carré. Voilà, vous avez l'énergie cinétique, puisque vous connaissez la masse, la vitesse. Mais ici, il y a un problème, je rencontre un petit problème, puisque en fait, ça c'est trop, en mètres par seconde, c'est trop, parce que la vitesse de la lumière c'est 300 000 km. Ah oui, 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 ouais. Ça c'est des mètres par seconde. Mètres par seconde. Donc, si je vais en kilomètres par seconde, je dois diviser par 1000. Voilà, ça c'est 18 000 km à la seconde.
C'est 18 754 km à la seconde. Voilà, ça c'est en kilomètres secondes. Donc maintenant, si je veux l'énergie cinétique, donc c'est 18 754 754 km par seconde. Voilà. Alors maintenant, si je veux calculer l'énergie cinétique, je vais vous le donner en joules. Donc pour ça, il faut que j'aille chercher le 18 millions 754 000, voilà. Je remets le B au carré. Voilà. Que je vais multiplier par la masse, qui est 9,11094 10-31. Bien sûr, divisé par 2. Parce que c'est 1,5 MV carré. Bon, c'est trop petit, c'est une énergie trop petite. Bon, il faudrait que je réaugmente la taille. Voilà, il est sur 2 décimales. Là, je vais essayer d'augmenter sur 15 décimales. Voilà. Même sur 15 décimales, je n'ai pas de réponse. C'est tellement petit, voilà, c'est tellement petit que... Bon, je sais pas aller au-delà. J'ai 15 décimales. La masse est tellement petite, 10-31, que la vitesse, elle a beau avoir 18 millions, divisé par 10-31, c'est une énergie presque nulle. C'est environ 0. Hein. Elle est proche de 0. Elle est proche de 0. Bon, j'aurais pu le faire avec la calculatrice ici. Faut voir combien de décimales que je peux avoir. Voilà. Mais c'est proche de 0. Voilà, vous pouvez le faire le calcul manuellement. On est proche de 0.
Je vous remercie.